Salut, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des supernovas. Comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, ces 11 mecs. Que sont-ils devenus? Qu'ont-ils fait? Que vont-ils devenir? On ne le sait pas. Cependant, Ichiro Oda a quand même laissé quelques indices à droite, à gauche, et ça permet de spéculer justement un petit peu sur le futur de One Piece. Comme l'a dit Doflamingo, le monde, suite à sa défaite, est en total déséquilibre, et ces 11 supernovas ont un rôle à jouer, ça c'est sûr et certain. Et on va essayer de répondre à cette question dans cette vidéo sur les 11 supernovas qui, si ils avaient été 2 de plus, ils auraient été 13. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais au moins j'ai fini mon intro. On va commencer cette vidéo par parler de Zoro et de Luffy, car c'est les deux supernovas qui va être le plus facile de parler. Vous suivez leur aventure, vous savez à peu près ce qui va se passer. Zoro est parti sur Wano Kuni, Luffy est parti de l'autre côté sur Big Mom pour récupérer une road poneglyph et en même temps récupérer Sanji d'un mariage qui a l'air assez désastreux. À part ça, que va-t-il se passer dans le très lointain? Eh bien, on le découvrira ensemble. C'est pas la peine d'extrapoler sur ça, parce que c'est les aventures de base. Donc on va se laisser un peu de surprise. Maintenant, Zoro c'est un D. Zoro c'est l'ancien fils de l'ancien Shogun. Luffy il va crever, il va perdre son chapeau, il va perdre un bras. On sait pas, on s'en fout. On s'en fout, c'est pas ça. On va plus parler des autres, ça va être beaucoup plus important. Le troisième supernova dont on va parler, c'est tout simplement Law. Law est l'allié de Luffy. Law est un joli mec qui fait tomber toutes les gonzesses. Donc personne s'imagine que Law va devenir un méchant. Il est trop gentil, Law. Il ne deviendra pas méchant, sauf que oui. Law c'est un enculé, ne l'oubliez pas. Les mecs pensent qu'à leur gueule. Le but de Law c'est quoi? C'est la chute de Doflamingo, chose qui s'est passée au niveau de Dressrosa, mais ce n'est pas que ça, c'est la mort de Doflamingo. Car Doflamingo a tué Corazon, qui est un petit peu le père, je dirais entre guillemets, spirituel, la vraie reconnaissance, la chose qui a le plus marqué Law par rapport à son enfance, et Law n'aura cesse de vivre que quand il aura tué Doflamingo, et il est capable de n'importe quoi pour tuer Doflamingo. Et l'autre point super important, c'est que comme je l'ai dit, Ichiro Oda ne donne pas de nom à des personnes, des noms qui viennent en l'air n'importe comment. Le nom de Law, c'est Trafalgar, dit Law. Et même si c'est un dit, ce n'est pas pour ça qu'il ne va pas trahir Luffy, car il a ses intérêts personnels. Trafalgar, ça vient d'où? C'est super connu, c'est par rapport à une bataille navale qu'il y a eu entre les forces franco-hispaniques contre la marine anglaise. Et en plus, ça a eu une conséquence hyper importante, c'est qu'à cause de ça, Napoléon n'a pas pu envahir l'Angleterre. Donc un coup de Trafalgar, c'est une décision inattendue qui a une conséquence énorme. Et là, on est en plein dedans! C'est-à-dire que Law, on le voit comme un garçon tout gentil, tout beau. Il y a plein de figurines de Law, parce que Law, c'est un gentil. Mais non, c'est pas un gentil, c'est un putain d'enculé, Law. Et Law, il va trahir Luffy. J'en mets ma main à couper. Et en plus, au niveau scénaristique, c'est quelque chose que peu de personnes vont croire. Et ça va faire un... Donc voilà ce que je pense de Law. On va passer au suivant. Le quatrième supernova, plutôt la quatrième supernova, on va parler tout simplement de Bonnie. Bonnie, on la voit, mais toute seule. C'est la seule qu'on voit sans son équipage. Et ça, c'est vraiment important. Que s'est-il passé? On va faire un petit récapitulatif. Au niveau de Marineford, quand il y a eu la fin de Marineford avec l'annonce de la mort de Ace et aussi la mort de Barbe Blanche, on voit que tous les supernovas étaient présents justement pour assister à ça. Ils étaient sur leur bateau au loin. Et de toutes les réactions, la réaction la plus triste est celle de Bonnie. Bonnie est triste de la mort de Ace, aussi de la mort de Barbe Blanche, et a dit que tout ça, c'est sa faute à lui. Et qu'elle était partie le poursuivre. Et quelques temps plus tard, on voit qu'elle a été capturée par Barbe Noire, que tout son équipage s'est fait détruire, sauf elle. Donc, on peut penser qu'elle a quelque chose, elle en veut justement à Barbe Noire par rapport à la mort de Ace et aussi la mort de Barbe Blanche. On ne sait pas quel était le lien qu'il y avait justement entre eux, mais il y a quelque chose d'important qui est présent ici. En plus, Barbe Noire veut l'échanger, veut l'utiliser comme appât pour que la marine vienne et après prendre les bateaux de la marine et se casser avec. Sauf qu'il y a eu un petit imprévu dans le plan de Barbe Noire, c'est tout simplement que Akainu est venu. Et ça,
ce n'est pas n'importe quoi. Akainu est venu et maintenant, 2 ans plus tard, Bonnie est toujours libre. Cette chose n'a pas de logique. De plus, Akainu, quand il vient, il dit bien qu'il était à sa recherche et qu'il y a quelque chose en lien avec le gouvernement mondial et que lui, il a eu peur. Mais putain, c'est quoi cette folie? Qu'est-ce qui se passe autour de Bonnie? C'est un truc de fou. Franchement, je suis super dubitatif par rapport à ce qui se passe. Et la plus logique des pensées qui me viennent à l'esprit, c'est que, accrochez-vous, Bonnie, maintenant, travaille pour Akainu. Wow! J'en vois certains qui doivent se dire, Glodok, je sais pas ce que tu fumes, mais file-moi ta drogue, faut que j'en prenne, ça a l'air d'être trop bien. On reprend la chose à la base. Akainu était présent quand Bonnie était enchaînée. Akainu a donc pris une putain de pirate. Akainu, la marine, la justice inébranlable qui est capable de tuer des propres marines parce qu'ils ne suivent pas la justice que lui il a en tête. Donc obligatoirement, si lui il a une Rocky entre ses mains, il va l'amener à Impel-Down. Et elle, toute seule, pour s'enfuir d'Impel-Down, je ne sais pas comment c'est possible, parce qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un de l'extérieur qui vienne la délivrer. Et son équipage est totalement out. Donc, elle n'a pas été à Impel-Down. On sait aussi que Akainu est très très fort pour persuader les gens. On l'a vu ce qu'il a réussi à faire à Squardo. Squardo s'est retourné contre son propre père. C'était assez étonnant. C'est-à-dire qu'il a des moyens de persuasion. Il est super intelligent, Akainu. Et donc, il doit voir la haine qu'a Bonnie justement envers Barbe Noire pour l'utiliser. Elle est une espionne. Elle a un but quelque part. On ne sait pas encore quoi, mais moi, je pense sincèrement que Bonnie travaille pour Akainu. C'est fou, mais c'est possible. Le 5e supernova qu'on va parler, c'est Diaz Drake. On l'a vu sur Shabondi, il a quand même arrêté un combat entre 2 autres supernovas qui sont Killer et aussi Urouge. Donc là déjà, ça montre vraiment sa force. On sait que c'est un ancien marine, il a été jusqu'au poste de contre-amiral et donc il a eu connaissance d'énormément de choses au niveau de la marine et surtout des recherches. Quand il voit le pacifista justement faire des rayons laser, il dit ça y est Vegapunk, tu as réussi. Donc il connaissait les projets qu'il y avait et c'est quelqu'un de super intelligent. Il est aussi très puissant, il a réussi à se mesurer à un pacifista. Après dans le Nouveau Monde, il a laté l'un des subordonnés de Kaido qui était Scotch, un cyborg. Il a fait cela pour tout simplement attirer l'attention de Kaido car après on voit qu'il travaille pour Kaido. Premièrement, le moment que tout le monde connaît, c'est-à-dire que quand il y a la chute de Doflamingo, ils vont chercher justement avec d'autres subordonnés Kaido, mais c'est aussi dans les mini-histoires où on voit le crétin Caribou qui est en train d'attaquer, il arrive à latter la bouche de Scotch, le cyborg. D'ailleurs, ce cyborg est complètement nul. Et comme il arrive à le latter, après, c'est directement Diaz Drake qui vient latter la bouche de Caribou. Ce qui veut dire que d'un point de vue hiérarchie, Diaz Drake est un élément important. Il est là pour réparer les erreurs des autres. C'est-à-dire que là, c'est Scotch qui avait fait une erreur en perdant une île stratégique. Donc ça montre vraiment que Diaz Drake, au niveau de la hiérarchie de Kaido, est à une place assez importante. Ce n'est pas une calamité, mais pas loin. Diaz Drake est quelqu'un d'intelligent, on l'a vu, il a aussi de l'ambition. Il ne veut peut-être pas devenir le seigneur des pirates, mais il a pour but de devenir sûrement un empereur. Quand Kaido va déclencher sa guerre a un but seulement de mourir et il mourra. Kaido, il mourra. Et quand il va mourir, qui prendra sa place au niveau de la flotte? L'une des 3 calamités. Et c'est là que va intervenir Diaz Drake. Car pour l'instant, il est en dessous, il fait pas de vagues. Il est tranquille, les autres lui donnent des ordres, mais là, il s'en fout. Je suis sûr qu'il a une putain de puissance et qu'il peut sûrement surpasser les calamités. Et peut-être même qu'il sera l'un des instruments qui causera la mort de Kaido. Ça, c'est quand même, ça serait quand même assez excellent. En tuant Kaido, il montrera aux autres calamités que c'est lui qui va devenir l'empereur maintenant. Et c'est là
que va jouer le rôle prédominant de Deathstrike dans cette aventure. En parlant de prendre la place, on va parler du 6e supernova qui est Capone BG. Pourquoi je dis BG? Tout simplement pour beau gosse. Waouh, je ne dis pas qu'il est beau, mais lui se croit beau. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai quelques-uns de mes amis qui sont comme ça. Les mecs à croire qu'ils n'ont pas de miroir chez eux, ils ont une gueule à faire peur à une citrouille. Oui, on est au moment d'Halloween, donc j'utilise ça comme truc. Et les mecs, ils pensent qu'ils vont pécho n'importe qui. C'est hallucinant. Ces mecs, c'est des chrétiens à l'état pur. Les mecs, ils croient au miracle. C'est fou. Et vous en avez des amis comme ça. C'est sûr et certain. Ouais. Et tout ça pour parler de quoi? De Capone BG. Capone BG, qu'est-ce qui va se passer pour ce mec? Ce mec est avec Big Mom et il veut prendre la place de Big Mom. On l'a su au moment où il a parlé justement avec Pecoms. Il a essayé de rallier Pecoms à son idée. Lui, il a refusé et il lui a justement dit que ta pire faiblesse, c'est de sous-estimer justement Big Mom et c'est elle qui sera la cause de ta chute. Par contre, Capone BG, comment je vois? C'est pas le plus puissant des supernovas, c'est pas le plus charismatique. Moi, je vois comme une sorte de baggy. C'est-à-dire qu'à cause de lui, il va y avoir une faiblesse parce qu'il a sûrement réussi à rallier quelques éléments de la flotte de Big Mom et ça va être justement une faiblesse par rapport à Big Mom. Mais il n'aura pas la puissance, il n'aura pas... Même s'il a l'ambition, il n'aura pas les moyens de détrôner Big Mom. C'est un élément comique qui va avoir une puissance, mais involontaire. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'il est en train de mettre en place, il va causer une partie de la chute de Big Mom. C'est un peu comme ça que je le vois. Il va être l'élément important d'un événement, mais qu'il ne voudra pas. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Maintenant, est-ce que j'ai raison? On verra par la suite. On va parler maintenant du 7e supernova, on va parler de U-Rouge, le mec qui m'a le plus surpris. Au niveau de Chapondi, je ne sais pas pour vous, mais moi, il ne m'avait pas impressionné. On sait quelques trucs sur lui, on sait qu'il peut augmenter sa masse musculaire, on ne sait pas si c'est lié à un fruit du démon. Il a des ailes dans le dos, c'est un biquin. Et donc il est de la race justement de Eneru. Et l'autre chose aussi, c'est il avait réussi un petit peu à tenir tête justement à un pacifista, mais il s'était totalement fait latter la bouche par rapport à Kizaru. Et là, attention, ça va spoiler, c'est-à-dire que ceux qui ne sont pas encore au niveau des derniers chapitres, ça va spoiler, donc je ne sais pas comment je vais faire. Je vais peut-être mettre juste en bas, là en bas il va y avoir un truc de minutes. Allez, à tant de minutes au niveau de la vidéo, ça sera la fin du spoil par rapport à U-Rouge. Vous êtes prêts? Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3, bandeau spoil. Donc là maintenant on va vraiment spoiler, c'est-à-dire que U-Rouge a réussi à latter la bouche à Crackers. Et Crackers, putain, c'est un mec qui est plus fort que je sais pas qui, moins fort que Doflamingo. Ça j'en ai déjà parlé lors d'un petit live, mais il est super puissant. Et il a réussi quand même à échapper à la fureur d'un Yonkou. Il a réussi à échapper à la fureur de Big Mom. Et aussi, il a latté la bouche d'un Sweet Commander. C'est-à-dire que là, U-Rouge, le moine, pépère, respect. Comme j'ai déjà dit, respect. Là, franchement, il n'y a pas à dire. On l'a retrouvé sur une île qui était supportée par des ballons. C'est très joli, il faut bien l'avouer. Et il est quand même hyper au courant de ce qu'il y a dans le monde oui, je dis le monde de One Piece, dans l'univers de One Piece. C'est-à-dire qu'il a reconnu Kaido et il connaissait la légende qui était sur lui. Or, Kid, Apu et Hawkins, quand ils l'ont vu sortir, ils ont dit c'est qui ce monstre? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas dit oh putain, c'est Kaido. Non, ils ont dit c'est qui ce monstre? Donc là, encore une fois, on voit que U-Rouge a des notions. Et en prenant sens, ça reprend un petit peu ce fait que les moines étaient un petit peu les érudits d'une certaine époque. C'est-à-dire que c'est eux qui transmettaient le savoir. C'est eux qui faisaient les enluminures. C'est eux ils détenaient le savoir par l'écriture. Voilà, ça c'est quand même assez important. Et U-Rouge, qu'est-ce qu'il va devenir? Quel est vraiment son but? U-Rouge, pour moi, est l'élément qui va permettre de faire revenir Eneru dans One Piece. Eneru, je ne sais pas comment il peut revenir par rapport au futur qu'on a, par rapport à Wano, par rapport à Elbaf, par rapport à la guerre, peut-être par rapport à son armée ou quoi que ce soit, mais le plus gros lien qu'il y ait en ce moment, c'est Eneru et U-Rouge. Eneru a détruit son peuple
il n'a pas détruit Rouge parce qu'il le jugeait comme impuissant, mais peut-être que lui, Rouge, a une amertume, il a peut-être envie de tuer Eneru par rapport justement à l'annihilation qu'il a fait de son peuple. Et il est là le lien, il est là. Comment exactement ça va intervenir? Encore une fois, je ne suis pas un devin, mais c'est l'utilisation dans la narration, comme le disait le chef, souvent dans les théories, on ne voit pas l'utilisation. Et ben voilà, Rouge est l'élément qui va permettre d'intervenir, de faire revenir Eneru. La flotte, la puissance, une alliance, je ne pense pas, un combat, une suprématie, je ne sais pas, mais c'est comme ça que je vois la chose. Et encore une fois, peut-être que Rouge combat pour pouvoir tout simplement tuer Eneru et se venger de la mort de son peuple. On va parler maintenant de Apu. Apu, qu'est-il devenu ce mec? Moi personnellement je le sac pas, je peux pas le saquer, je l'aime pas, je le trouve pas charismatique. C'est un fourbe, c'est quelqu'un qui fuit, il est peut-être puissant, il a peut-être des pouvoirs, mais c'est quelqu'un pour moi qui retourne facilement sa veste. Et on l'a vu, il a fait partie de l'alliance qui était justement de Kid, Apu et Hawking. On a vu qu'il avait une grande gueule qui voulait justement liater la gueule de Kid, chose qu'il n'a pas fait. Parce que je pense que peut-être qu'il n'avait pas la puissance pour pouvoir le faire. Et lors du combat qu'il y a eu contre Kaido, on a vu seulement qu'un seul résultat, c'est-à-dire que Kid est dans une prison. Apu, lui, on le voit par rapport au Dendenmushi, où il annonce qu'il a perdu contact justement avec Jack. Et s'il a perdu contact avec Jack, c'est qu'il redonne les informations par rapport à Kaido. Donc quand Kaido est atterri et que le combat a commencé, sûrement que Apu a tourné sa veste pour travailler sous les ordres de Kaido. Maintenant, est-ce qu'il l'a fait volontairement? Je pense qu'il l'a fait non pas par choix, mais par obligation, parce que son futur était incertain s'il devait combattre Kaido. Donc voilà. Encore une fois, il va rester comme ça. Il va être tranquille. Il est peut-être un petit peu en freelance pour Kaido. Et quelque chose me dit qu'on va peut-être bientôt le revoir comme DJ pour le mariage de Senji. C'est-à-dire que maintenant, Apu est le Getter du Nouveau Monde. Ouais! On a parlé de Apu, on va parler maintenant de Hawking. Ce mec peut lire l'avenir. Il voit les futurs chemins qui s'offrent à lui ou qui s'offrent aussi à d'autres personnes. Donc, lorsque il se trouve face à Kaido pour le combat, je pense qu'il a dû prendre 5 minutes pour regarder quelles étaient les futures possibilités de fin de ce combat. Et tous puaient pour sa gueule s'y combattaient. Et toute alliance entre pirates tient vraiment à rien, donc il a dû se casser. Parce que, encore une fois, on ne le voit pas dans la prison. Ishiroda, tel qu'il a l'habitude de mettre les choses, il aurait pu mettre un petit indice par rapport à son futur, mais là, on ne voit rien. Et même au niveau des mini-histoires ou quoi que ce soit, ce mec, c'est une pure énigme. Je me suis arraché les cheveux pendant plusieurs heures à essayer de trouver quelque chose sur lui, mais je ne trouve rien. Et la meilleure des solutions que j'ai trouvées pour lui, c'est que sûrement sa flotte a dû être détruite ou quoi que ce soit, donc il a besoin de pognon. Alors il est tout simplement devenu croupier au Grand Tesoro. C'est complètement fou, mais je trouve que c'est complètement fou. Voilà, c'est ça, voilà. Donc Hawking, c'est les croupiers au Grand Tesoro. On passe à la suite. On passe à la suite. On va terminer maintenant cette vidéo qui part un tout petit peu en live, je dois bien vous l'avouer, en parlant de deux personnes qui sont quand même super importantes, donc on va quand même redevenir un petit peu sérieux. Il s'agit de Kid et de Killer. Killer, pour moi, a la même relation que Zoro a envers Luffy. C'est-à-dire que Killer ne laissera jamais tomber Kid. Or, on voit que Kid est tout seul dans sa prison. Et il est inconcevable que Killer ne soit pas avec lui. Killer, s'il n'est pas avec lui, c'est qu'il n'a pas pu être avec lui. Je parlais justement du combat qu'il y a eu entre les trois, c'est-à-dire Apu, Hawking et Kid contre Kaido. Apu, on sait qu'il a retourné sa veste. Hawking, peut-être comme je l'ai dit, Hawkins, lui, il est tout simplement parti. Mais vu la gueule qu'on voit par rapport à Kid, lui a quand même foncé dans le tas et Killer y a été aussi et le reste de son équipage a aussi foncé dans le tas. Ils se sont fait démonter la bouche et Kaido a pris
Kid avec lui pour l'emmener sur son île, pour l'amener à Wano Kuni, pour peut-être en faire un exemple, et il a laissé les autres morts sur l'île, sauf que tous ne sont pas morts, et Killer est toujours vivant, et Killer va vouloir sauver Kid, et c'est là que Killer va avoir un rôle hyper déterminant pour la suite de One Piece. Killer a retrouvé la trace de Kid et il sait qu'il est sur Wano Kuni, donc il doit partir sur Wano Kuni pour aller sauver tout simplement Killer. Sauf qu'il n'a pas la force pour pouvoir le faire, il n'a pas l'équipage qu'avec lui, il n'a pas assez il n'a pas l'effectif, voilà c'est ça le mot que je cherchais, pour pouvoir justement défoncer la gueule de Kaido. Et c'est là que va intervenir quelque chose d'important, c'est que qui va sur Wano Kuni? On a Zoro, on a Kinemon, on a Kenjuro, on a Robin, on a beaucoup de monde qui y vont, et Killer va être la personne qui va faire la jonction avec Zoro. C'est-à-dire que Killer est peut-être déjà sur l'île, il a déjà des plans pour pouvoir libérer Kid, mais il n'a pas, comme j'ai dit, l'effectif, et il va proposer une alliance à Zoro. C'est-à-dire qu'en disant à Zoro, aide-moi à délivrer Kid, et après, nous, on va t'aider à destituer Kaido. Et ça, c'est vraiment génial, parce que là, on a une belle intervention. Là, on a vraiment le maillon qui manque pour pouvoir faire quelque chose. Parce que là, on retrouve en plus quelque chose qui est hyper important. C'est parce que j'ai oublié de dire, c'est que l'eau était aussi présent, va être aussi présent au niveau de Wano Kuni. Et même si j'ai dit au début de la vidéo qu'à un moment il va trahir Luffy, peut-être que pour l'instant au niveau de Wano Kuni, l'alliance va encore être présente. Et c'est-à-dire qu'on a vu ce trio qui était absolument monumental. C'est-à-dire sur Shabondi, on avait Kid, Law, Luffy. Et comme on sait que Luffy va aussi venir sur Wano Kuni, on a la possibilité que ce trio soit à nouveau réuni. Et ce trio avait quand même assez de charisme. Et comme on sait que Ichiroda aime bien les parallèles, là il y en a un tout trouvé qui va être présent. Donc oui, pour moi, Killer est cette charnière qui va permettre justement l'alliance entre Zoro, Luffy, Killer et aussi Kid, et aussi par l'intermédiaire de l'eau. Bref, là, il y a quelque chose d'absolument badass, il y a absolument quelque chose qui va nous faire rêver, qui va nous faire pétiller les yeux, qui s'annonce. C'est ici que se termine cette vidéo. Encore une fois, ceci est seulement une théorie de ma part. Il peut y avoir des grosses conneries qui ont été dites dedans. Ce n'est pas la vérité vraie. Donc ne prenez pas ça pour acquis. Des fois, c'est un petit peu la critique qu'on fait au niveau de ma vidéo. Je vais terminer ici. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez bien apprécié. Si c'est le cas, partagez, parlez-en autour de vous. Laissez des commentaires, ça me fait super plaisir de les lire. Et surtout, défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes Nakamas.